La chaire d'histoire globale de la première modernité se propose, comme le précise son titulaire Sanjay Subrahmanyam, d'illustrer la notion d'histoire connectée, notion globalisante permettant d'interpréter les changements historiques à la fois à grande et à petite échelle, et dont la proposition centrale est de prendre à contre-pied la conception géographique sous-tendant l'historiographie conventionnelle. Le présentateur de cette chaire à l'Assemblée des professeurs, Roger Chartier, en a défini les contours en nous proposant d'accueillir au Collège de France, je le cite, un projet d'histoire globale qui s'attache à étudier les relations qui lient les économies et les cultures en analysant les réseaux d'échanges qui font circuler les hommes et les marchandises, les migrations des mythes historiques et des idéologies politiques, ou encore les expériences de ceux et celles qui ont franchi les frontières tracées entre les langues, les religions et les civilisations et ont ainsi vécu dans des identités multiples. Cette histoire concerne principalement la première modernité, époque s'étendant du XVe au XVIIIe siècle, au cours de laquelle la formation par les puissances européennes des grands empires a rapproché des parties du monde qui étaient restées jusqu'alors largement déconnectées, voire ignorantes les unes des autres. Écrire cette histoire ne peut se faire à partir d'un seul point de vue, celui du conquérant. Elle doit se baser sur l'attention portée à une variété d'archives, être capable de critiquer et croiser les textes venant d'origines diverses, confronter l'histoire politique à celle des idéologies religieuses, de l'économie et des échanges commerciaux. Cette approche de l'histoire, Sanjay Subrahmanyam la pratique au plus haut niveau grâce à sa connaissance de nombreuses langues de l'Europe et du sous-continent indien, grâce à sa formation pluridisciplinaire d'économiste et d'historien, grâce à son expérience personnelle de nomade, comme il se qualifie lui-même, ayant vécu et travaillé sur plusieurs continents et développé la capacité d'absorber des influences multiples et de confronter des points de vue différents. Pour illustrer ce nomadisme, il suffit d'évoquer le parcours de Sanjay Subrahmanyam. Il est né à Delhi, il y a fait des études d'histoire économique à la Delhi School of Economics, il y a enseigné jusqu'en 1995. Il a été ensuite pendant 7 ans directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, puis pendant 2 ans professeur à Oxford, avant d'être nommé en 2004 professeur à l'Université de Californie à Los Angeles. Il reprend maintenant la route de l'Est, si j'ose dire, en revenant en Europe pour y occuper une chaire de professeur au Collège de France. À celui qui voudrait aborder simplement l'œuvre de Sanjay Subrahmanyam pour se faire une idée de son approche de l'histoire, je conseillerais la lecture de son dernier livre traduit en français, « Comment être un étranger », qui relate 3 aventures singulières d'hommes ayant vécu au XVIe et XVIIe siècle entre plusieurs cultures, celle d'un prince indien prisonnier des Portugais, celle d'un aventurier anglais passé par la Perse, la France et l'Espagne, et celle d'un marchand vénitien exilé pendant 60 ans dans l'Inde moghole. Ou encore la lecture de sa biographie de Vasco de Gama, dans laquelle il détruit l'icône chère au nationalisme portugais du fondateur désintéressé d'un empire, pour la remplacer par l'image beaucoup plus contrastée d'un homme cupide, cruel et ignorant tout des régions civilisées qu'il avait abordées par la route maritime nouvelle du Cap de Bonne-Espérance. Parmi les nombreuses autres publications de Sanjay Subrahmanyam, je citerai son livre « The Political Economy of Commerce », où il analyse l'économie de l'Inde du Sud au XVIe et XVIIe siècle, et l'Empire portugais d'Asie, où il décrit sous un jour nouveau la colonisation portugaise sur les côtes et les îles de l'océan Indien. Nous accueillons aujourd'hui au Collège de France un historien tenant de l'histoire globale, dont la méthode s'inspire tout en la renouvelant de l'approche de l'école des annales que Fernand Braudel et plus récemment notre collègue honoraire Emmanuel Leroy-Ladurie ont à leur temps illustré si brillamment dans notre institution. Sanjay Subrahmanyam, je vous donne maintenant la parole pour la présentation de votre leçon inaugurale intitulée « Aux origines de l'histoire globale ». Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, venus parfois de loin, Elorukum Vanakkam. Je vous salue tous. Le Collège de France a l'habitude d'accueillir des étrangers, on le sait. Mais ce sont pour la plupart des scientifiques, des philologues, des spécialistes de la littérature, même des philosophes. Dans ce cadre assez cosmopolite, l'histoire fait plutôt exception. La grande tradition historique dans cette institution est restée essentiellement française, même si les sujets traités sont parfois très variés,
allant de la circulation des livres au climat et à l'environnement, et de l'histoire des chevaux aux croyances de François Rabelais. C'est pour cela que je voudrais tout d'abord dire à l'Assemblée des professeurs ma gratitude pour avoir voulu rompre avec cette tradition en invitant un historien étranger, connu pour ses humeurs vagabondes, à partager leur table. Ce ne peut pas être un hasard si un historien qui voyage sans cesse est attiré par des histoires qui bougent, elles aussi, mais des histoires qui surprennent également. Quand je suis arrivé en France pour la première fois, il y a 25 ans, pour y passer un mois comme jeune professeur invité, faisant quelques conférences sur l'histoire de l'Empire portugais en Asie, je n'aurais jamais pu imaginer que je serais un jour devant vous dans cette salle. À l'époque, je marmonnais à peine quelques mots en français. Pour ce tournant surprenant, je tiens tout d'abord à remercier Roger Chartier, qui était également là, comme discutant et maître de cérémonie, à l'École des hautes études en sciences sociales le 10 mai 2000, quand, avec Serge Grozynski, nous nous sommes lancés dans une aventure fatidique qui s'intitulait, par provocation bien sûr, « Penser le monde 15e, 18e siècle ». Cette journée d'études nous a marqués tous, même si chacun a poursuivi son propre chemin intellectuel par la suite. Certains des participants à la journée ont préféré la voie bien tracée de l'histoire comparée, qui a donné naissance dans les derniers temps à des projets féconds comme celui de la Grande Divergence, pour expliquer comment et pourquoi l'Europe occidentale, à l'époque moderne, s'est démarquée matériellement du reste du monde, et notamment de la Chine et de l'Inde. D'autres, comme disait Roger Chartier dans son texte, la conscience de la globalité, écrit et publié à l'occasion, ont pris, ou plutôt repris, les routes du grand large, et surtout le chemin méthodologique des histoires connectées ou des connected histories, pour citer l'usage anglophone d'un essai que j'avais publié moi-même en 1997. Setsuzoku Sareta Rekishi. Deux noms liés à l'enseignement de l'histoire au Collège de France ont été évoqués maintes fois pendant la journée de mai 2000. Le premier, sur lequel je reviendrai par la suite, était peut-être un peu surprenant, celui de l'orientaliste et millénariste Guillaume Postel, professeur au Collège Royal au milieu du XVIe siècle. Comme on le sait, Postel avait une réputation sulfureuse déjà pendant sa vie, et ce n'est certainement pas une coïncidence s'il n'est resté en poste que 5 ans, entre 1538 et 1543. Le deuxième nom, sans surprise, était celui de Fernand Braudel, titulaire entre 1950 et 1972, à la suite de Lucien Febvre, d'une chaire intitulée « Histoire de la civilisation moderne » au Collège. Nous avons réfléchi sur plusieurs textes sortis de sa plume, le grand ouvrage sur la Méditerranée, qui a fait sa réputation en France et à l'étranger, et les 3 volumes, vous voyez ici, de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e-18e siècle, publié en 1979. De son dernier chantier, l'identité de la France, il était moins question, pour des raisons évidentes. Nous étions tous redevables à Braudel, car nous avons appris de lui, chacun à sa façon, comment aborder l'histoire des empires et de leur concurrence à l'époque moderne, comment traiter les problèmes liés aux réseaux marchands et à leur dynamisme, et comment jouer avec le rapport complexe entre monde, nation et région, au singulier et au pluriel. L'un de ses proches disciples, mon ami et mentor Denis Lombard, a voulu repenser l'histoire de ce qu'il appelait la Méditerranée sud-est asiatique, dans le sillage de la conception braudelienne de l'espace pendant les années 1980. Mais quand il employait le terme « histoire globale », comme il l'a fait dans le sous-titre de son magnifique ouvrage « Le carrefour javanais », c'était dans l'acception d'une histoire totale qui avait comme ambition de traiter à la fois les aspects politiques, sociaux, économiques et culturels d'une région. Cependant, et malgré notre énorme dette envers l'œuvre de Braudel, il me semble évident qu'il y avait un véritable problème d'asymétrie dans sa conception de l'espace. La Méditerranée de sa vision était avant tout une mer vue du nord, et à partir des sources et des regards européens, souvent chrétiens. Quand il s'aventurait plus loin, dans les eaux de l'océan Indien, pour ne citer qu'un exemple, l'asymétrie devenait d'autant plus flagrante. Déjà en 1967, Nathan Wachtel
avait attiré l'attention des historiens sur l'importance de ce qu'il appelait la vision des vaincus dans le cadre américain de la conquête. Mais les visions des Ottomans, des Moghols de l'Inde et des Chinois étaient également négligées dans un certain style d'histoire mondiale, malgré le fait qu'ils étaient loin d'être des vaincus au XVIe et XVIIe siècle. Ceci était le résultat de deux processus complémentaires. D'un côté, il y avait l'indifférence à l'égard de certaines histoires. L'histoire de l'Inde moghole et plus largement de l'Inde musulmane n'avait guère attiré l'intérêt des savants en France pendant tout le XXe siècle. Et le nom de quelqu'un comme Garçon de Tassy, 1794-1878, avait été presque entièrement oublié. Les ouvrages les plus importants dans ce champ n'ont jamais été traduits en français ni étudiés. Mais le cas de la Chine ou de l'Empire ottoman était tout autre. Malgré l'existence d'une grande tradition française dans les deux domaines, il s'agissait plutôt d'un manque de communication entre traditions savantes. Le savoir exotique, pour ainsi dire, avait de la peine à entrer de la senzala des démunis dans la Casa Grande, la grande maison du savoir général. Pourquoi cette difficulté? Pour entamer une réflexion plus large sur cette question, nous aurions besoin de revenir à un passé lointain, c'est-à-dire les 15e, 16e et 17e siècles. Ce faisant, je reviens aussi à la question posée par Roger Chartier, toujours, dans son texte déjà cité. « Penser le monde », écrit-il. Mais qui le pense? Les hommes du passé ou les historiens du présent? Ma réponse, les deux. Et les derniers, souvent à travers les premiers. Pour mieux comprendre comment une histoire globale se construit, tant dans le présent que dans le passé, il faut souligner un constat qui peut paraître une évidence. Dans un premier temps, l'histoire est un récit égoïste. Le soir de l'histoire est donc la famille, le clan, l'ethnie, puis la ville, la patrie ou la région d'appartenance, et enfin, et surtout à partir des dernières années du XVIIIe siècle, l'État-nation. Dans ce genre, l'histoire est le jumeau siamois de la mémoire, soigneusement gardé comme le trésor d'un serpent. Et l'histoire est aussi appelée constamment à jouer avec et parfois contre la mémoire. Le résultat est une histoire souvent écrite dans un style solennel et moralisateur et par conséquent assez peu ironique. Elle se donne comme tâche, entre guillemets, de former de bons citoyens ou des patriotes fidèles. Si l'historien qui poursuit ce chemin ne se met pas suffisamment en garde, il peut vite se transformer en porte-parole strident d'un groupe ou d'une position idéologique, autrement dit d'une identité. On confond volontiers dans ce cadre des concepts en réalité assez distincts comme histoire et patrimoine. Le problème est assez évident, même chez un grand intellectuel comme Sayyid Ahmad de Delhi, qui a écrit un texte au milieu du XIXe siècle, le Asar al-Sanadid, pour célébrer les traces laissées par les héros d'antan dans sa ville chérie de Delhi. Néanmoins, même une histoire égoïste est obligée de reconnaître l'existence de l'autre. Comment faire l'histoire de Florence sans Pise, des Khazars sans les Russes, ou de la France sans l'Allemagne? Mais aller au-delà de la simple reconnaissance n'est pas aussi facile qu'il peut paraître. Pratiquer une véritable forme de zénologie dans le cadre défini de l'histoire de soi est beaucoup plus idéal que réalité. Combien d'historiens français passent leur temps à lire des textes pour ne pas parler des archives en allemand? Et combien des historiens indiens ont une connaissance respectable de l'histoire de Sri Lanka? Cependant, l'on sait que des formes de zénologie existent chez les historiens depuis très longtemps. Les historiens du monde méditerranéen aiment citer le cas de Polybe. Ceux de la Chine ancienne se réfèrent volontiers à Sima Qian. Ce sont des personnages contrastés à beaucoup d'égards. Polybe, ou Polybios, était un Grec qui avait vécu au IIe siècle avant l'ère chrétienne et sous domination romaine. Héritier de Thucydide et d'Hérodote, il est souvent jugé moins talentueux que ses prédécesseurs, même si sa réputation a connu des hauts et des bas notables. Maniant à la fois l'épée et la plume, il a participé à des campagnes qui ont assuré l'hégémonie romaine contre Carthage et d'autres rivaux. C'est justement cette hégémonie romaine qu'il prend comme objet d'analyse pour la décortiquer, tout en utilisant un outillage composé essentiellement, et je cite, des notions et des références grecques. Polybe se place donc dans une situation assez curieuse, quelque part entre vainqueur et vaincu, mais en essayant de rompre avec le schéma strictement binaire de nous contre les barbares. Pour citer l'analyse de François Hartog, voyons l'histoire depuis Rome, Polybe s'efforce de comprendre ce qui s'est passé, non pas comment les Grecs ont été vaincus, ce qui serait au mieux une question d'histoire partielle ou locale, mais comment les Romains ont conquis le monde. Voir le monde et voir
voir de Rome et voir comme Rome. Dans ce comme se loge toute une opération historiographique et toute l'ambiguïté de sa position, d'où la solution à la fois théorique et pratique finalement trouvée par Polybe, la synopsis et le point de vue même de la fortune. Fin de citation. On a vu dans cet exercice la première histoire universelle, mais l'univers de Polybe n'est pas plus grand pour l'essentiel que le monde romain. Le terme universel qualifie ses méthodes et non pas sa couverture géographique. L'historien chinois de la dynastie Han occidentale, Sima Qian, est né quand Polybe avait déjà 60 ans environ. Comme son homologue grec, il a participé à des campagnes militaires de l'empereur Wu contre les Xiongnu en Asie centrale. Son ouvrage principal, Shiji, couvre presque 2000 ans d'histoire chinoise et porte les traces des grands voyages qu'il avait lui-même entrepris pendant sa carrière dans le royaume ainsi qu'à l'extérieur. Comme son père avant lui, Sima Qian avait été employé par le gouvernement en tant qu'astrologue, bibliothécaire et conseiller, mais son histoire ne peut pas être considérée comme une histoire officielle, loin de là. Vivant dans une époque bouleversée par de grands changements dans les conditions matérielles, venant surtout de l'Ouest, l'historien a eu une carrière difficile. Il a même été mis en prison et castré pour ses loyautés politiques. Cependant, Sima Qian n'a pas voulu écrire une histoire ouvertement controversée. Il reste toujours fidèle à l'idée impériale dans son essentiel. Ce qu'il a su faire, avec beaucoup de finesse, était de pratiquer la polyphonie, permettant à beaucoup d'acteurs assez divers de trouver leur voix dans son histoire. Un des exemples les plus frappants est celui de l'eunuque Zhang Hangye, envoyé par l'empereur Wen chez les Xiongnu dans le cadre de négociations diplomatiques autour de l'an 170 avant l'ère chrétienne. Zhang Han a trahi son maître et il est passé au service des Xiongnu, où il est devenu un homme politique d'importance. Dans le récit de Sima Qian, l'eunuque joue un rôle curieux. D'un côté, il explique aux barbares que ce serait une erreur de se transformer en Chinois, car leur train de vie correspond parfaitement à leur propre environnement. Et de l'autre côté, il explique aux Chinois qui sont de passage chez lui jusqu'à quel point ils ont mal compris et mal jugé les Xiongnu et leur culture. Ici, la xénologie se transforme presque en une espèce de barbarophilie, tout en gardant une vision dans laquelle l'empire des Han doit continuer à exister comme l'axe autour duquel le monde s'organise. Moins complexe peut-être dans sa géométrie culturelle et politique que la schématisation de Polybe et son point de vue absolu, le texte de Sima Qian nous offre néanmoins un autre point de départ pour tracer les généalogies de l'idée d'histoire universelle. Ces généalogies sont certainement rendues plus compliquées par le fait que Polybe, cité souvent par Cicéron et Tite-Live, a ensuite passé quelques siècles dans un oubli relatif avant d'être redécouvert par la Renaissance. Sima Qian, par contre, a été solidement installé dans le panthéon des grands écrivains stylistes, adoré non seulement par des générations d'historiens qui lui ont succédé en Chine et dans le monde sinisé, mais par toutes sortes de lettrés. Encore au XIIe siècle, l'historien coréen Kim Bu-sik puisait dans son texte pour trouver son modèle historiographique. Mais ce n'est pas là l'essentiel de mon propos. Il me semble suffisant avec ces deux exemples de soutenir l'idée que l'histoire universelle, celle qui est capable d'intégrer ou dans certains cas faire la synopsis de deux ou plusieurs histoires et ainsi d'aller au-delà d'une histoire nombriliste, remonte assez haut dans le temps. Des formes d'histoire universelle ont été pratiquées pendant toute l'époque médiévale, souvent en rapport avec les modèles établis que l'on vient de citer. Il serait légitime de classer une partie de l'œuvre encyclopédique d'Isidore de Séville au tournant du 7e siècle dans cette catégorie. Il s'avère que les dates d'Isidore coïncident presque parfaitement avec celles de la vie de Mahomet, à l'autre bout du monde méditerranéen. En effet, on assiste ici à un passage de bâton historiographique. À la fin du premier millénaire de l'ère chrétienne, la tradition des histoires universelles est consolidée avec l'émergence d'un nouveau courant historiographique associé avec l'islam et exprimé dans un premier temps en arabe, mais puisant dans des traditions plus anciennes en grec et en syriaque. Le nom de Abu Ja'far al-Tabri, grand savant de Bagdad à la fin du 9e ou du début du 10e siècle, est souvent évoqué comme le plus important au départ de cette tradition des tarikhs, liée avec des préoccupations épistémologiques définies dans le cadre de l'établissement des chaînes fiables pour la transmission des traditions du prophète, les hadiths.
Les tarikhs s'occupent surtout de l'histoire des musulmans, mais ils donnent une place assez importante à l'histoire pré-islamique, souvent à partir de la création du monde. Avec l'expansion du monde musulman vers l'ouest, en direction du Maghreb et de la péninsule ibérique, et vers l'Orient, en direction du monde persan et de l'Inde, ils sont aussi obligés de prendre compte de ces autres peuples et de leurs histoires. Un des exemples les plus célèbres du savoir zénologique produit dans les marges du monde du califat abbasside est le Kitab al-Hind, ou le livre de l'Inde, écrit par l'intellectuel khorezmien Abu Rayhan al-Biruni, né un demi-siècle après la mort de Tabari. Et je vous donne ici la traduction en hindi. Biruni avait accompagné un puissant conquérant, le sultan Mahmoud Ghazna, dans ses razzias en Inde, et il a profité de ces occasions pour accumuler des savoirs sur le monde des brahmanes de l'Inde du Nord. Son texte est un mélange assez curieux de savoir ethnographique, le résultat des conversations avec des élites indiennes, et de savoir textuel péniblement acquis, surtout en sanskrit. Il s'agit d'un tour de force intellectuel, mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un élément dans le grand édifice de la zénologie arabe de l'époque. On trouvera une vision plus complète de l'ensemble dans les 4 volumes de l'œuvre magistrale d'André Miquel, La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du XIe siècle. La cour ghaznavide au XIe siècle, le contexte dans lequel Biruni a produit son texte, est le berceau d'un changement important dans l'historiographie musulmane. Car, à côté de Biruni, le sultan Mahmoud a aussi soutenu la production d'une œuvre fondamentale en persan, le Shahnameh, livre des droits de Ferdowsi, qui voulait récupérer et réhabiliter le passé pré-islamique de l'Iran. Plus tard, dans le même siècle, la cour ghaznavide est aussi le lieu de production de Tarikh al-Masoudi d'Abul Fazl Bayhaqi, une des premières chroniques perso-musulmanes d'envergure. L'ouvrage de Ferdowsi était moins un texte d'histoire strictement parlé qu'une épopée, mais il a néanmoins eu une influence énorme sur la production historiographique qui a suivi. L'essor de ce mouvement perso-islamique a exacerbé les tensions entre l'historiographie arabe et celle en persan. Les arabophones avaient toujours prétendu, depuis le temps des premières traductions de Tabari en persan par al-Balami, que les persophones avaient des tendances fantaisistes et qu'ils embellissaient leur version d'une façon abusive. Mais à partir de Bayhaqi, il semble que la production historiographique persane a pris le dessus dans le monde musulman oriental, même si l'arabe continuait sa domination dans certaines parties de l'Inde occidentale. L'établissement du sultanat de Delhi vers 1200 a consolidé l'importance de cette historiographie indo-persane, évidente dans des textes comme le Taj al-Masir de Hassan Nizami et le Tabaqat al-Nasri de Minhaj al-Siraj Juzjani, tous les deux composés au XIIIe siècle. Cependant, le lecteur de ces textes produits dans les grandes villes de l'Inde du Nord, conquises par les dynasties turques, est souvent frappé par leur manque d'ouverture vers les milieux non musulmans du sous-continent. Leur esprit est assez éloigné de celui de Biruni. Et ils s'occupent pour l'essentiel à raconter la vie intérieure de la communauté musulmane et les tensions entre différents clans et groupes ethniques. Si Juzjani nous livre ses jugements lapidaires sur les Mongols, par exemple, c'est précisément parce qu'ils représentent une menace pour la survie des musulmans. En d'autres mots, ils ont tendance à revenir à une histoire de soi, même dans une situation où ils sont littéralement entourés par une population dont les coutumes et les croyances sont très différentes des leurs. L'exception, à la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, est le personnage génial et polyglotte d'Amir Khosrow de Delhi, mais il utilise les épopées et la poésie plutôt que les chroniques pour rentrer dans une réflexion zénologique. À l'ouest, dans le monde iranien, la situation s'avère très différente. Les émirs frontaliers du sultanat de Delhi ont été plutôt efficaces dans leur défense contre les Moghols, mais les vestiges du califat abbasside se sont écroulés face aux Tchingizides en 1258. Une fois installé à Bagdad, le souverain mongol Khulegu, petit-fils de Genghis Khan, et ses successeurs de la dynastie Ilkhanide ont promu une politique d'acculturation entre langue, religion et coutume. La cour pratique un mélange de persan, arabe, turc et mongol, et parfois même un peu de chinois. Dans les années 1290, le souverain Ghazan Khan a décidé de se convertir à l'islam, mais il a néanmoins gardé une certaine tolérance envers les chrétiens et les bouddhistes. C'est sous son règne que le chroniqueur Rashiduddin Fazlullah Hamdani a commencé son maître ouvrage, le Jami al-Tawarikh, la somme des histoires, achevé dans les années 1310 sous les successeurs de Ghazan Khan. Rashiduddin, dit le médecin, est un personnage complexe.
probablement lui-même un converti à l'islam. Il a joué un rôle capital à la cour pendant presque 2 décennies avant d'être tué en août 1318. Le grand tyrannisant, Jean Aubin, le décrit comme, je cite, « l'éminence grise qui se garde de devenir vizir en titre et dont les ennuis commencent lorsqu'il l'acceptait. » Fin de citation. Lui aussi, un historien appartenant au milieu des vaincus, comme Polybe, Rachid ad-Din n'hésite pas à combler ses vainqueurs de ses compliments. De Genghis Khan, il écrit, et je cite la traduction charmante d'Étienne Quatermain, « Il a donné à tout l'univers la même physionomie, à tous les cœurs les mêmes sentiments. Jahan ra yakrui va dilhara yakrai. » Il a purifié les territoires des empires en les délivrant de la domination d'usurpateurs pervers, de l'oppression d'ennemis audacieux. Fin de citation. Son texte était souvent conçu comme un objet de luxe, richement illustré dans les ateliers des îles Khanid, même après sa mort. Il s'agit manifestement d'un exemple encore de l'histoire universelle, mais une histoire dont les horizons allaient cette fois-ci de la Chine à l'Europe. Au cœur de l'affaire, il y avait les Mongols, et Rachid ad-Din connaissait assez bien leur histoire et leurs traditions, en partie grâce au travail fait par ses prédécesseurs comme Atamalik Juvayni. Cette connaissance était le résultat d'un processus d'acculturation qui avait commencé déjà à la première moitié du XIIIe siècle, même avant la chute de Bagdad. Je cite encore l'analyse de Jean Aubin. Lorsque Ögedei, mort en 1241, eut manifesté son intérêt pour les visites à Dlimina, l'Irak persan s'empressa de suivre les notables khorassaniens sur le chemin de la Mongolie. Dans les classes élevées et parmi les gens de chancellerie, on saisit l'avantage qu'il y aurait à parler la langue des nouveaux maîtres et à savoir l'écriture ouïghour. À Qazvin, c'est le dessus du panier que part se mongoliser dans l'entourage de Ögedei, ce dont il tirera charge et faveur. Malik Iftikhar ad-Din Bakri Qazvini, il devient l'un des précepteurs étrangers de Möngke, frère de Kubilai, traduit avec talent Qalila wa Dimna en mongol et le Sindbad Nama en turc. Ainsi se préparaient, bien avant l'arrivée de Hulagu en Iran, les cadres pour la nouvelle dynastie. Fin de citation. Mais derrière les Mongols, il y avait la Chine, qui, selon les historiens de l'art, a exercé en Perse un attrait constant, bien antérieur à la période mongole. Vous voyez un peu la preuve. Cependant, les historiens de l'art sont aussi prêts à admettre que la période ilkhanide voit simplement le phénomène prendre une ampleur nouvelle avec l'importation régulière par terre ou par mer d'objets chinois, étoffes ou porcelaine et les échanges d'ambassades. Le va-et-vient constant entre le monde ilkhanide en Iran et celui de la dynastie Yuan en Chine est assez connu, grâce surtout à Marco Polo, et les manuscrits de Jami al-Tawarikh gardent une très forte influence chinoise dans leur forme et dans une partie de leur contenu. L'autre face du texte de Rachid ad-Din est celle qui porte sur l'Europe, le monde des Francs. Il semble que cette partie a été rajoutée tardivement sous le règne de Ülceytü, frère et successeur de Ghazan Khan. Elle est composée en deux sections, la première avec une description politique et géographique de l'Europe et la deuxième avec un récit chronologique. Pour le récit chronologique, Rachid ad-Din se base pour l'essentiel sur les écrits de l'évêque dominicain Martin de Troppo ou Martinus Polonus, mais ses sources pour l'autre partie semblent appartenir surtout au domaine de l'oralité. Ce sont des nouvelles apportées par des marchands et des diplomates. L'historien de Mongol David Morgan a remarqué en réalisant avec attention cette histoire des Francs, et je cite, qu'il ressort de la lecture que Rachid ad-Din a choisi délibérément de ne pas prêter trop d'attention à l'Europe, car il nous donne des descriptions beaucoup plus complètes d'autres sociétés non musulmanes, comme celle de l'Inde, de la Chine et des Mongols pré-islamiques. En même temps, le chroniqueur est très scrupuleux dans sa présentation du système institutionnel et politique des Francs, et il nous livre quelques autres bribes alléchantes, le nombre élevé d'étudiants à Paris ou l'absence des serpents en Irlande. D'une certaine manière, on peut affirmer que Rachid ad-Din a manqué l'occasion d'aller nettement au-delà des textes comme le Hudud al-Alam, les limites du monde, rédigé en persan vers 980, quant à sa description des pays de l'Ouest. Cependant, il nous offre un exemple classique des limites de l'histoire universelle telle qu'elle était pratiquée au début du XIVe siècle. On assiste à plusieurs transformations historiographiques importantes au courant du XVe siècle.
Dans le monde perso-islamique, c'est l'époque de la révolution historiographique timouride, pour reprendre la formule de John Woods, qui donnera naissance vers la fin du siècle à une série d'ouvrages rédigés surtout dans la ville de Herat, parmi lesquels le plus célèbre est de la plume de Mir Mohammed ibn Sayyid Burhanuddin Khawand Shah, plus connu comme Mir Khand. Son texte intitulé Tarikh e Rawzat al-Safa fi Sirat al-Anbiya wal-Muluk wal-Khulafa a été composé dans la cour timouride florissante du sultan Hussein Baykara à Herat. Il s'agit d'un ouvrage encyclopédique qui prête attention à l'histoire de l'Iran pré-islamique, mais qui contient également une histoire détaillée des prophètes, Anbiya, des califes Khulafa et des royaumes du monde musulman jusqu'à la fin du XVe siècle. Par la suite, le Rawzat al-Safa, jardin de la pureté, en traduction, jouera une influence considérable comme modèle à la cour des Moghols en Inde. Ailleurs en Asie, les changements sont directement dus à l'expansion dans les horizons des connaissances géographiques. Toujours au XVe siècle, on peut constater la transformation d'une grande partie de la zénologie chinoise grâce aux expéditions maritimes envoyées par la dynastie Ming dans l'océan Indien pendant le premier tiers du XVe siècle. Des perspectives nouvelles sont apportées sur le monde indien, l'Asie du Sud-Est et le monde islamique. Et au même moment, les échanges diplomatiques avec le monde timouride permettront aux Ming d'actualiser leur vision de l'Asie centrale. Une partie de ce savoir fut intégrée dans le Ming Shile, les annales véridiques des Ming. Cependant, pour comprendre l'émergence dans le contexte de la première modernité d'une nouvelle histoire globale qui se démarque de la tradition reçue d'histoire universelle, il faut commencer à l'autre bout de l'Eurasie. Le royaume de Portugal est créé entre la fin du XIe et le milieu du XIIIe siècle, dans un processus complexe, souvent résumé dans la formule simplificatrice de la Reconquista. Jusqu'au début du XVe siècle, la tradition historiographique portugaise est restée relativement mince et il a fallu attendre la consolidation de la nouvelle dynastie d'Avige pour voir ressurgir une production d'envergure. Le premier chroniqueur d'importance est Fernão Lopes, auteur de la Chrônica de Dom João. Lopes se vante dans son texte, et je cite, de sa grande attention et diligence en lisant une énorme quantité de livres originaires d'une diversité de langues de terre, grandes volumes de livros e das variadas linguagens e terras, y compris des écrits publics de plusieurs archives. Mais en réalité, il semble plutôt tributaire des récits oraux, malgré sa position d'archiviste ou garde-à-mort. Néanmoins, Lopes montre parfois un souci particulier quant au problème de ce qu'il appelle affection, c'est-à-dire l'objectivité dans le contexte, pour prendre un exemple concret, de conflits entre Portugais et Castillans. Le bon historien, selon lui, ne devrait pas être aveuglé par l'affection qu'il a pour sa patrie, au point de dénigrer d'autres participants et leur point de vue. Un de ses successeurs, Gomes Gianes de Zurara, ira plus loin encore en évoquant l'importance pour l'historien d'autres voix, outras vozes, même des gens en dehors de notre religion, fora de nossa lei. L'évocation est d'autant plus curieuse qu'elle vient dans une discussion de commerce des esclaves africains organisée par les Portugais. Mais l'on est plutôt déçu par les procédés concrets de Zurara. Au cours d'une discussion de la fondation de la ville de Ceuta, en Afrique du Nord, il nous cite des légendes, et je cite, racontées par Abilabes, un homme de grand savoir, grand d'auteur parmi les morts. Mais ces récits ne se trouvent nulle part dans les écrits célèbres de grands soufis maghrébins Sidi Abi al-Abbas al-Sabti. Zurara semble avoir donc abusé de son nom et de son autorité pour rendre plus crédible son propre texte. Zurara écrivait à une époque où les Portugais se trouvaient toujours limités au contexte méditerranéen et atlantique. Un quart de siècle après sa mort en 1474, ils ont commencé l'exploration des pays côtiers de l'océan Indien, de l'Afrique orientale jusqu'à la Chine. Face à ce vaste monde, les Portugais, qui étaient faibles en nombre, n'ont pas pu envisager une conquête massive. Mais ils gardaient néanmoins l'ambition d'une conquête épistémologique, de soumettre l'espace de leurs explorations à une mise en récit centrée sur leur patrie. Mais les Portugais et les Ibériques, plus généralement, souffraient de leur faiblesse en matière de zénologie. Depuis le XIIIe siècle, ils avaient pratiqué une forme d'amnésie délibérée, même par rapport aux savoirs islamiques.
Pour citer Marcel Bataillon, l'Espagne de la Renaissance était à la fois le pays le mieux désigné pour devenir une pépinière d'arabisants et le pays le moins disposé à jouer ce rôle. C'est d'autant plus vrai pour le cas portugais. Voici le défi essentiel pour le grand historien portugais João de Barros, qui a vécu entre 1496 et 1570 et qui fut nommé chroniqueur officiel des conquêtes par le roi Jean III. Dans son ouvrage Da Ásia, Barros a suivi le modèle de Tite-Live quant à la forme, mais le problème de contenu était tout autre. Voici le début de son texte. Alors qu'il était apparu dans la terre d'Arabie, Mahomet, ce formidable antéchrist, aux environs de l'an de grâce 593, attisa tant la fureur de son glaive et la flamme de sa secte infernale par l'intermédiaire de ses capitaines et de ses califes qu'en espace de 100 ans, ils conquirent toute l'Arabie, une partie de la Syrie, de la Perse et de l'Asie, et en Afrique, toute l'Égypte au-delà et en deçà du Nil. C'est donc dans la montée de l'islam que réside, d'après Barros, la raison principale qui permet de comprendre l'expansion portugaise. Mais comment analyser l'histoire de l'expansion musulmane et de l'influence islamique dans l'océan Indien, dans un Portugal qui ne possédait aucun des grands textes sur le sujet? Or, Barros n'a jamais été un grand voyageur, on le sait. Mais il avait l'avantage d'être le feitor de la Casa da Índia, qui se chargeait des rapports commerciaux de la couronne portugaise avec l'Asie. C'est en utilisant cette fonction qu'il a commencé à constituer un fonds zénologique, par l'achat de textes et de manuscrits en Asie, et aussi par l'achat d'esclaves que pouvaient l'aider dans leur lecture. La collection de Barros ne nous est pas parvenue, mais l'on sait qu'il a réussi à mettre la main sur des textes en chinois, en arabe, en swahili, en persan et en kannada. Parmi ces textes, il y avait un texte qu'il décrit comme, et je cite, « la vie en persan de Tamerlan », probablement le Zafarnama de Yazdi, ou une autre chronique timuride. Pour l'histoire politique du royaume de Hormuz, dans le Golfe Persique, Barros nous explique qu'il utilisait, je cite encore, les chroniques de ces rois qui ont été traduits du persan pour nous, as crónicas dos reis dele que nós foram interpretadas de Pérsico. Cependant, le texte qui a joué un rôle capital pour Barros, qu'il mentionne dès la première page de son texte, est celui qu'il appelle tout simplement Tarikh, ou la chronique générale des Persans. À partir des indications qu'il nous a laissées, on peut identifier ce texte au moins. Il s'agit précisément du Rosat al-Safa de Mirkhand, le grand texte composé à Herat vers la fin du XVe siècle. Il serait abusif à mes yeux de traiter Barros de l'un des pionniers de l'orientalisme, comme certains ont voulu le faire. Mais on est également surpris par l'absence relative de son nom dans la discussion sur l'historiographie européenne du XVIe siècle, une discussion entièrement occupée trop souvent par des noms comme Paul Jove et François Guichardin, Jean Baudin, Étienne Pasquier et Henri Lapoplinière. Barros, sans doute imparfait dans son humanisme et marqué par un antisémitisme typique de son milieu, me semble être important pour au moins 3 raisons. Son ouverture envers les sources non européennes de l'histoire, sa volonté d'abandonner une histoire universelle et symétrique en sa forme en faveur d'une histoire globale et cumulative, construite autour des connexions, et le fait que son travail a permis des synthèses à plus grande échelle, comme les histoires de Damien de Gauche et de l'évêque Geronimo Osorio. Il ne fait pas de doute que Barros était moins accompli que les auteurs italiens et français que je viens de nommer, d'un point de vue épistémologique et philosophique. Mais Lapoplinière, l'auteur de l'idée de l'histoire accomplie et qui soutenait la thèse que, je cite, « l'histoire digne de ce nom doit être générale », fin de citation, trouvait l'histoire de la France suffisamment générale pour son goût. Dans une lettre célèbre de janvier 1604 adressée à Joseph Scaliger, il montrait un certain intérêt pour les pays exotiques, mais aperçu pour l'essentiel à travers des récits de voyage, comme ceux de Marco Polo et Ludovico di Varthema. L'idée de lire et de digérer des auteurs musulmans et persophones, comme Yazdi ou Mirkhand, et d'intégrer leurs textes dans sa vision historique lui aurait été sans doute étrangère. L'on peut d'ailleurs comprendre la difficulté. Les méthodes de Barros étaient problématiques, y compris aux yeux de certains de ses contemporains, car il avait peu de contrôle lui-même sur les récits musulmans qu'il citait. Même s'il a été traduit en italien, son propre texte Da Ásia n'a pas pu avoir beaucoup de retentissement en dehors du monde ibérique au XVIe siècle. Mais dans le monde des chroniqueurs d'expression castillane, il a certainement été très lu et apprécié.
Bartolomé de las Casas le cite à maintes reprises, et de la même façon, les Portugais du milieu du XVIe siècle sont pressés de lire leurs homologues au-delà de leurs frontières. Donc, du point de vue historiographique, Portugais et Espagnols au XVIe siècle formaient une seule constellation, pour reprendre la formule proposée par l'historien allemand de la philosophie Dieter Henrich. Ils se lisaient, ils s'inspiraient les uns des autres et parfois ils faisaient des efforts de synthèse pour aller au-delà de la fameuse ligne de Tordesillas qui séparait leurs deux empires en expansion. Dans la première moitié du siècle, les Espagnols avaient nettement pris de l'avance avec la publication en particulier de l'ouvrage de Fernández de Oviedo, Historia General de las Indias, suivi par celui de López de Gómara en 1552 et plusieurs autres encore. Là, on voit que même un auteur moyen portugais comme Antonio Galvão possède une connaissance de quelques-uns de ses travaux quand il rédige son Tratado dos Descobrimentos, qui traite à la fois les anciens et les modernes au début des années 1560. Galvão est allé également puiser dans les deux chroniques de Barros et de Castaneda du côté portugais. Cependant, et malgré quelques aspects communs, il faut souligner l'écart potentiel entre les deux entreprises historiographiques. Les Espagnols se basaient soit sur des informations orales, soit sur des textes hybrides fabriqués à leur instar par les indigènes, souvent sous la tutelle des missionnaires. Au contraire, les plus savants parmi les Portugais nazis savaient qu'ils avaient en face d'eux des cultures écrites autonomes, avec une production massive de littérature. Le problème qu'ils rencontraient dans leur tentative d'écrire une histoire de l'Asie portugaise était fondamentalement une question de traduction et donc de la philologie. Mais comment faire pour séparer le vrai du faux et l'authentique savoir du texte inventé ou faussé? Après tout, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, de grands savants comme le Dr. Samuel Johnson soupçonnaient que les chroniques indo-persanes comme le Gulshan-e Ibrahimi de Mohammad Qasim Firishta n'étaient rien d'autre que des fabrications de la dernière heure. La question s'était posée brutalement par rapport au Japon, pays mythique en Occident avec lequel les Portugais avaient enfin eu des contacts directs dans les années 1540. Des nouvelles arrivent assez vite en Europe par l'intermédiaire des jésuites et des marchands portugais, dont on retiendra surtout les noms de Jorge Álvares et Nicolò Lancillotto, leur informateur principal indigène étant un marchand japonais, Yajiro. Le vrai contenu de ce que Yajiro aurait raconté a été débattu jusqu'à nos jours, comme nous l'a rappelé la leçon inaugurale de Bernard Franc prononcée en 1980. Mais déjà au XVIe siècle, des intellectuels européens commençaient à s'y intéresser, surtout à cause de la version présentée dans ces textes des pratiques religieuses des bouddhistes au Japon. Parmi les plus assoiffés d'informations, l'on trouve Guillaume Postel, à l'époque sorti non seulement du Collège du Roi, mais aussi de la Compagnie de Jésus à cause d'une différence d'opinion, diversidad de juicios, dans le langage discret d'Ignace de Loyola. Dans son texte « Des merveilles du monde », publié en 1553, Postel cite les textes sur le Japon, mais il montre une connaissance également de la dernière production sur l'Amérique, comme la chronique d'Oviedo. Seulement, il tire les textes là où il a envie de les amener, pratiquant une forme d'exégèse qui a tendance à porter le discrédit sur le nouveau savoir du siècle. Postel retourne les matériaux venus de loin systématiquement contre les Européens et, je cite, « le mauvais et déréglé vivre qui est en Occident », comme l'on voit dans l'un des derniers passages de son opuscule. Je cite, « Car nous voyons en cela plus grande puissance de Dieu qu'il est possible que laissons là, au Japon et en Chine, tant aller en oubli le nom de son Fils qu'il n'y est nullement connu, il y a ainsi en bonnes œuvres retenu l'Orient qu'il n'y a point de vie plus parfaite, et au contraire, nous voyons en l'Occident, là où la souveraineté et la doctrine évangélique règnent autant qu'il est jusqu'aujourd'hui possible, n'y être quasi rien demeuré de la vraie pureté des œuvres aux perfections chrétiennes, sauf qu'en cérémonie, tellement que l'occidental vit et scandale à tout le monde, et principalement entre les ecclésiastiques, princes et juges qui devraient répondre en sainteté à leur office. » Fin de citation. Mais peu de temps après, il y eut un renversement dans les opinions et l'idée que le Japon ou la Chine pouvaient être des paradis terrestres ne trouve guère d'enthousiastes. Pendant le siècle qui suit, les avis et le savoir sur le Japon en Occident restent relativement instables malgré la richesse et la complexité des contacts. Même s'il joue un rôle plutôt secondaire dans les écrits de Postel, et aussi chez Scaliger,
il n'y a aucun doute que le fait principal dans le monde du tournant du XVIe siècle est l'intégration progressive de l'Amérique avec l'Eurasie et avec l'Afrique. Cela a entraîné de lourdes conséquences pour la population indigène américaine, on le sait, mais c'est néanmoins une étape essentielle dans le passage vers une vraie conscience de la globalité, pour reprendre encore la phrase de Roger Chartier. Faut-il traiter la question par rapport aux débats actuels sur la globalisation et ses origines, proposés par les théoriciens du système monde d'un côté et par les économistes néolibéraux du National Bureau of Economic Research de l'autre? Pour ma part, je reste agnostique sur l'utilité du concept de globalisation, comme sur toute potion magique à fort contenu téléologique. Quoi qu'il en soit, partout la question des paesi nuovamente ritrovati, la phrase des Italiens, ou du yeni dunya, l'expression turque, se posait au XVIe siècle, et ceci pour plusieurs raisons. Les produits du Nouveau Monde, piments, patates douces et tabac en premier lieu, mais aussi l'or et l'argent, sont introduits jusqu'en Inde et en Chine, où ils déclenchent des débats sur leurs effets fastes et néfastes. Un poète dans l'extrême sud du pays tamoul, au XVIIIe siècle, connu sous le pseudonyme de Sini Chakrai Pulavar, est allé jusqu'à consacrer tout un ouvrage intitulé Puhayele Virtute, à chanter les louanges du tabac. Même la dinde est accueillie à la cour moghole pendant le règne de l'empereur Nuruddin Jahangir, avec un succès mitigé dans la cuisine indienne, il faut l'avouer. En Afrique occidentale, les conséquences pèsent aussi de notre façon, car les nouvelles sociétés coloniales en émergence sont bâties en partie sur la traite des esclaves africains, mise en place dans un premier temps par les Portugais sur la côte de Guinée et via les îles du Cap-Vert. Le premier mouvement face à cette réalité en évolution rapide est celui de la description ethnographique suivie par la compilation, comme on voit dans le célèbre texte delle Navigazioni e Viaggi de Giambattista Ramusio. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, l'instabilité de la situation épistémologique pose problème pour les vrais efforts de synthèse. Mais déjà au moment où le Tratado de Descobrimentos de Galvão est publié en 1563, c'est dans un contexte où on est prêt à affirmer que les limites du monde sont désormais connues et que le globe, a redondeza en portugais, peut être légitimement abordé en tant qu'objet historique. Cependant, c'est surtout à la fin du XVIe siècle, et notamment entre 1580 et 1620, que l'on peut constater l'émergence d'une vague de production historiographique qui représente la consolidation d'une idée d'histoire globale. Pour arriver à ce stade, il a fallu passer par un mouvement important, mais encore mal analysé, dans lequel les historiographies se mettent clairement en conversation. Un exemple peut éclaircir la situation, et je vous donne celui de l'Empire ottoman. Depuis la fin du XIVe siècle, et certainement à partir de 1453, les Ottomans faisaient partie des grandes préoccupations de leurs voisins européens. Mais aucun vrai effort n'avait été fait pour aborder leur histoire à partir de leurs propres chroniques et traditions historiographiques. La première grande percée vient donc du grand humaniste allemand Hans Löwenklau, ou Johannes Leunclavius, qui peu avant sa mort a publié les Annales Sultanorum Othmanidarum en 1588, suivi par la Historia Musulmane Turcorum de Monumentis Ipsonum Exscripte en 1591. Löwenklau avait été dans l'Empire ottoman comme diplomate et il s'était mis en contact avec un certain Tarjuman Murad, à l'origine un renégat hongrois appelé Balázs Szomlyai. Avec l'aide de celui-ci, il a pu travailler un certain nombre de textes en turc ottoman, dont le codex Hanivaldanus, basé en grande partie sur la chronique de Mevlana Mohammad Neshri, Kitab-e-Jahannuma. Qui plus est, avec les connaissances qu'il possédait lui-même du turc ottoman, Löwenklau a pu contrôler la traduction au moins en partie. Le célèbre texte de Richard Knowles, The General History of the Turks, paru en 1603, doit beaucoup à Löwenklau, car Knowles n'avait aucun accès direct aux sources ottomanes. Ce qui est particulièrement intéressant est l'effet symétrique, car au même moment, ou quelques années auparavant, des intellectuels à la cour ottomane s'intéressent à la production espagnole et italienne sur la conquête de l'Amérique, et ils rédigent un texte intitulé Tarikh Hind Gharbi, l'histoire des Indes occidentales, basé en grande partie sur les textes de Oviedo, Gomara et Pierre Martyr. Pour compléter le tableau, il faut noter qu'un intellectuel juif de l'époque, Yosef HaKohen, a également entrepris une traduction en hébreu de la chronique de Gomara,
tout en faisant quelques remarques comparatives sur la sorte des Juifs de l'Espagne et des Indiens d'Amérique. En d'autres termes, la circulation des textes et des matériaux pendant les XVIe et XVIIe siècles a produit une conjoncture qui permettait un éventail de possibilités quant à la production historique. Dans son livre récent intitulé Clio and the Crown, l'historien américain Richard Kagan nous a dessiné une vision d'ensemble pour l'Espagne médiévale et de la première modernité, en allant des simples chorographies jusqu'à la chronique impériale globalisante d'Antonio de Herrera et Tordesillas. Pour l'Angleterre d'Élisabeth, nous pouvons opposer l'histoire très nationale de Raphael Holinshead à la vision globale d'un Richard Hakluyt ou même à la History of the World de Sir Walter Raleigh, un texte resté inachevé à la mise à mort de l'auteur en 1618. Pour prendre un dernier cas, je reviens à un contexte qui m'est très familier, celui de l'Empire moghol de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Voici les possibilités historiographiques devant nous. D'abord, l'Akbarnama, grand texte rédigé par Cheikh Abul Fazl qui commence avec la création du monde pour ensuite se restreindre à une histoire dynastique classique des sultans timurides en Inde. Ensuite, la chronique de Mohammad Qasim Firishta, produite en marge de l'Empire moghol, mais puisant dans les textes moghols et antérieurs pour produire une histoire régionale du sous-continent indien sous domination musulmane. En troisième lieu, le texte hautement personnel et clandestin de Maulana Abdul Qadir al-Badayuni, avec une vision sceptique des prétentions mystiques et politiques du souverain moghol. Enfin, le Tarikh Alfi, chronique millénaire de l'islam faite à plusieurs mains. À ces quatre productions, l'on peut facilement rajouter une dizaine d'autres textes, parfois écrits du point de vue des Afghans vaincus par les Moghols, parfois exprimant les doléances des élites centra-asiatiques déçues du comportement instable de leurs maîtres moghols. Mais il y a aussi deux textes qui montrent l'ambition plus large. L'un a pour titre Rawzat al-Tahirin, le jardin des purs, sans doute un clin d'œil en direction de Rawzat al-Safa de Mir Khan. Son auteur, Tahir Mohammad Sabzwari, avait été administrateur mais aussi diplomate. Il avait mené une mission auprès des Portugais à Goa. D'où son entrée appuyée non seulement pour l'histoire de la Birmanie et de l'Indonésie, mais pour les problèmes politiques en Ibérie autour de la mort du roi Dom Sébastien en 1578. L'autre est plus intéressant encore, son auteur étant Maulana Abdus Sattar ibn Qasim Lahori, collaborateur et proche des jésuites à la cour des empereurs moghols Akbar et Jahangir. Mais il a néanmoins pu construire. Cependant, comme certains de ses homologues au Japon, la proximité des jésuites a fini par créer chez Abdus Sattar un sentiment d'hostilité envers la compagnie. Mais il a néanmoins pu construire son texte Samrat al-Falasifa ou Aval al-Farangistan en se basant partiellement sur les écrits qu'il a eus des jésuites en latin, langue qu'il maîtrisait fort bien. La tradition qui débutait avec lui a continué à la cour moghole car l'ambassadeur envoyé par Guillaume III, Sir William Norris, s'est fait piéger dans ses récits contradictoires autour de la glorieuse révolution par des courtisans moghols haut placés. J'arrive presque à la fin de mon propos d'aujourd'hui. Comme vous le savez, l'histoire globale se trouve au centre de quelques polémiques, à la fois dans ce pays et ailleurs dans le monde. On imagine parfois que ce n'est rien d'autre qu'une imposition américaine vouée à détruire la bonne vieille tradition d'histoire nationale pour lui substituer une vision impériale et impérialiste. De leur côté, des auteurs anglophones ont souvent imaginé que le sujet avait été inventé dans la première moitié du XXe siècle par des auteurs comme Arnold Toynbee ou Oswald Spengler, puis généralisé par la génération qui a suivi. D'autres historiens d'idées, plus ambitieux, ont voulu faire remonter le courant jusqu'à la fin du XVIIIe siècle en prenant des cas comme celui d'August Ludwig Schlözer, connu pour ses contributions à la Weltgeschichte. Ce type d'histoire était considéré dans cette acception comme un produit de la pensée des Aufklärers allemands et scandinaves et de leur ouverture exceptionnelle envers le monde. Ce n'est pas un hasard, par conséquent, si la montée en puissance depuis 30 ans des mouvements postcoloniaux, souvent foncièrement hostiles aux Lumières et à leur héritage intellectuel, et confondant les propos de Schlözer et de Hegel, a créé des tensions autour du statut de l'histoire globale. Ce que j'ai voulu montrer ici est une partie de la longue et lente évolution de l'histoire globale comme tendance minoritaire ou Oppositionswissenschaft, ou plus modestement, une espèce de bièvre contrastée à la scène plus visible de l'histoire nationale et impériale. En réalité,
La recherche et l'enseignement sur l'histoire globale de la première modernité n'est pas sans précédent, ni en France, ni même au Collège de France, même si le sujet n'a pas toujours été formellement identifié en tant que tel. Comme je me suis efforcé de l'expliquer, le champ a une généalogie assez complexe et variée, mais il me semble important d'emblée d'écarter l'idée qu'il s'agit largement d'un champ où la synthèse domine par rapport à une recherche sur des archives et les textes traités de première main. Cela veut dire qu'il est impossible d'écrire une histoire globale de nulle part ou, comme certains l'ont proposé, en adoptant une perspective extraterrestre. Comme tout historien, je reste attaché à des lieux et des espaces particuliers. Et mon savoir est fonction directe d'une formation en lecture de textes, archives et images. Mais ces matériaux ne se limitent pas à un espace national et il m'a toujours semblé quelque peu artificiel de m'identifier simplement comme un historien de l'Inde, de Portugal ou des empires de Grande-Bretagne ou des Pays-Bas, comme j'ai parfois été obligé de le faire. Il s'avère que dans le monde actuel, il y a un intérêt et une curiosité croissante pour ce type d'histoire qui n'est pas vouée pourtant, c'est ma profonde conviction, à remplacer l'histoire faite à une échelle régionale, nationale ou continentale, mais à la compléter. Je suis également convaincu que l'on peut même trouver de nouvelles synergies en combinant ces variétés d'histoires sous le même toit. Je vous remercie de votre patience et de votre attention.